Définissons ensemble la pression. Il faut quand même quelques prérequis, savoir ce que c'est qu'une force ou une énergie. Après, tout est simple. Prenons une force F qui va s'exercer sur une surface grand S, comme sur ce schéma. Pour comprendre tout cela, traçons la normale à cette surface et projetons la force sur cette normale. On trouve norme de F fois cos alpha. La pression est définie comme étant le rapport de cette force projetée divisé par la surface. La pression est un scalaire. La pression est d'autant plus forte que la force s'exerce perpendiculairement à la surface. En effet, si la force est perpendiculaire à la surface, alors l'angle entre le vecteur force et la normale vaut 0 et cosinus de 0 est égal à 1. Et donc la pression vaut simplement la valeur de la norme de la force, grand F, divisé par grand S. Au contraire, si la force est appliquée parallèle à la surface, alors l'angle alpha vaut 90 degrés, et donc cosinus 90 degrés, c'est égal à 0. Donc, la pression est nulle. L'unité physique de la pression, c'est le pascal, noté PA, en hommage à Blaise Pascal, qui a vécu au XVIIe siècle, plus exactement entre 1623 et 1662. On vient de voir que la pression, c'est une force sur une surface. L'unité de la force, c'est le newton, donc 1 pascal est équivalent à 1 newton par mètre carré. La force, c'est aussi homogène à une masse multipliée par une accélération. On doit se référer à la relation fondamentale de la dynamique qui dit somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Donc 1 newton est équivalent à 1 kg mètre par seconde au carré, et 1 newton par mètre carré, soit 1 pascal, c'est égal à 1 kg mètre seconde moins 2 par mètre carré. On peut réécrire ces unités sous la forme de 1 kg mètre carré seconde moins 2 et par mètre cube, ce qui en fait des joules par mètre cube. Pour l'unité des joules, on peut se référer par exemple à l'énergie cinétique qui vaut 1/2 de mv au carré, dont l'unité c'est bien des kilogrammes pour la masse et des mètres carrés seconde moins 2 pour la vitesse au carré. Donc, on a bien des joules par mètre cube, ce qui représente une énergie par mètre cube. On vient de montrer que la pression était homogène à une densité d'énergie. La pression peut être une manifestation de l'énergie thermique, par exemple la pression dans un autocuiseur, ou de l'énergie cinétique. Par exemple, la pression due au vent et l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Ou encore de l'énergie potentielle, par exemple une pression sous l'eau qui est proportionnelle à la répartition verticale du fluide et à l'accélération de la pesanteur. Voici une expérience emblématique de la découverte de la pression atmosphérique par Evangelista Torricelli, qui a vécu au XVIIe siècle. Il remplit un tube en verre de 2 mètres de haut avec du mercure. Je rappelle que la masse volumique du mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. Il retourne ce tube dans une cuve pleine de mercure, mais ouverte à l'air, donc sous pression atmosphérique. Il enlève le bouchon et qu'est-ce qui se passe? Le mercure, contenu dans le tube de section S, s'écoule dans la cuve, puis s'immobilise à une hauteur de 0,76 m ou 760 mm, laissant du vide à la place dans le tube. Mais Evangelista continua son expérience. Et en renouvelant son expérience avec des tubes de diamètre différents, il obtient toujours la même hauteur H de 760 mm. Et même si on penche les tubes, cette hauteur ne change pas. Alors, pourquoi cette hauteur H ne dépend pas de la section des tubes? Et pourquoi Torricelli a utilisé du mercure plutôt que de l'eau? On donne l'explication maintenant. Alors, pourquoi 760 mm de hauteur? Prenons une colonne de mercure représentée par ce cylindre de section S et dont la masse m vaut ρ fois V, où ρ est la masse volumique du mercure et V le volume du cylindre. Alors ce cylindre n'est soumis sur la verticale qu'au poids de la colonne de mercure, et ce poids s'écrit poids est égal à m fois g, qui est égal à ρ fois V fois g.
On remplace le volume V par sa valeur, qui vaut S fois H, et on obtient le poids, qui est égal à ρ fois S fois H fois G. Et comme la pression, c'est une force divisée par une surface, soit ici P, qui est égal au poids divisé par la surface S, alors en remplaçant le poids par ρ SHG, on obtient la pression P, qui est égale à ρ fois S fois H fois G divisé par S. En simplifiant, les S s'en vont, et il reste alors ρGH, beaucoup plus simple. Et donc la pression P exercée par la colonne est indépendante de la section S et ne dépend que de sa hauteur. L'application numérique donne P, la pression égale à 13,6 10 puissance 3 kg par mètre cube, fois 9,81 mètres secondes moins 2, fois 0,76 mètres, ce qui donne 1013 hectopascales, à savoir la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Et de même, on peut tirer la hauteur H, qui est égale à la pression divisée par la masse volumique, 13 600 kg par mètre cube, fois l'accélération de la pesanteur, 9,81 mètres secondes moins 2, et on trouve 0,76 mètres de nouveau. Voilà l'explication. Et donc, on peut conclure que la pression P exercée par la colonne est indépendante de la section S et ne dépend que de sa hauteur. Alors donc, pourquoi Torricelli n'a pas fait son expérience en prenant de l'eau? Faisons l'expérience virtuellement, ou plutôt en calculant la hauteur du tube qu'il faudrait si Torricelli avait pris de l'eau à la place du mercure. La masse volumique de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube. L'accélération de la pesanteur vaut 9,81 mètres secondes moins 2. Et la pression atmosphérique vaut 1013 hectopascales, soit 1,013 10 puissance 5 pascal. D'après l'équation vue juste précédemment, on a la hauteur qui vaut la pression divisée par la masse volumique fois l'accélération de la pesanteur. Et on prend donc la masse volumique de l'eau à la place de celle du mercure. Faisons l'application numérique et on trouve H est égal à 1,013 10 puissance 5 divisé par 1000 fois 9,81, ce qui fait de l'ordre de 10 mètres. Il faudrait donc un tube de 10 mètres pour faire l'expérience, car seule la hauteur compte. Pas très facile. Montrons maintenant ce que vaut la pression dans un plan horizontal. Prenons une portion de fluide au repos délimitée par un cylindre d'axe AB, dans le cas de la pression dans un plan horizontal. Eh bien, la base A de section ds a pour vecteur directeur NA, normal à la section. Et l'autre base B de surface plane ds' a son vecteur directeur NB qui est incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe du cylindre qu'on appelle ici X'. Donc l'angle entre la section ds' et ds, c'est aussi alpha. Alors avant toute chose, faisons le bilan des forces en présence. Il y a la force de pression dF exercée sur la section ds en A, elle est orthogonale à cette section. Sur l'autre section ds', en B, il y a la force de pression dF', elle est aussi orthogonale à la section ds'. Ensuite, il y a le poids de l'élément fluide dirigé vers le bas et qui fait un angle de 90 degrés avec l'axe X', puis les forces de pression sur les parois latérales du cylindre qui sont dirigées vers l'axe X'. Alors si on projette le vecteur force dF' sur l'axe X', on obtient la projection dF' cosinus alpha. Pour les forces de pression sur les parois latérales du cylindre, si on regarde de plus près cette coupe de l'intérieur du cylindre, eh bien, toutes ces forces sont radiales et donc orthogonales à l'axe X', et si on les projette sur cet axe, leur projection est nulle. En plus, les forces de pression latérales s'opposent entre elles et s'annulent donc. Pareil pour le poids, dirigé vers le bas, qui fait aussi un angle de 90 degrés avec l'axe X', et donc n'est pas pris en compte. Il reste enfin la force de pression en A sur l'axe X', et dont sa projection vaut dF. Alors, les conditions d'équilibre, car le fluide est au repos, nous disent que les forces doivent s'équilibrer et donc que dF doit être égal à dF' cosinus alpha. De même, si on projette ds'
donc l'élément de surface en B, sur l'axe horizontal, eh bien on obtient ds est égal à ds' fois cosinus alpha. Maintenant, divisons df par ds qui représente la pression en A. Cela revient à diviser en fait df' cosinus alpha par ds' cosinus alpha. On peut simplifier en enlevant les cosinus alpha. Il reste df' sur ds' qui est en fait la pression en B. Donc, PA égale PB. Et donc, pour conclure, la pression est la même en tout point d'un même plan horizontal d'un fluide en équilibre. C'est ce qu'on appelle aussi une surface isobare. La pression exercée, en 2, sur une surface est indépendante de l'orientation de la surface considérée. On peut voir très facilement que la pression est la même en tous les points situés dans le même plan horizontal. Prenons par exemple un dispositif de tubes très différents que l'on remplit d'eau, qui sont ouverts à l'air et donc soumis à la pression atmosphérique. Dès que le fluide est au repos, la pression à la surface libre de chaque tube est la même. C'est la pression atmosphérique. À une altitude quelconque, on a aussi la même pression, par exemple ici P. Prenons maintenant un élément de fluide au repos qui forme un cylindre de base inférieure A et de base supérieure B, et d'axe passant par AB. La section CS, et la hauteur est délimitée par les ordonnées Z et Z plus dz. La hauteur est donc dz. Ensuite, on oriente les vecteurs de telle façon que le vecteur unitaire EZ soit dirigé vers le haut, et donc l'accélération de la pesanteur est dirigée vers le bas, et vaut moins GEZ. Maintenant, si on fait le bilan des forces, on a le poids de l'élément fluide cylindrique, qui vaut moins m fois g EZ, en sens opposé à EZ, avec la masse m qui vaut ρ fois v, le volume, c'est-à-dire la masse volumique fois le volume du cylindre, qui vaut aussi la surface S fois la hauteur du cylindre, soit S fois dz. Donc ce volume vaut aussi S fois dz. On a donc le poids, maintenant, qui vaut moins ρ fois v fois g EZ, qui est égal aussi à moins ρ fois S fois dz fois GEZ. On a ensuite la force de pression sur la base A, dirigée positivement, qui s'appelle FA, qui est qui vaut la pression en Z multipliée par la surface S multipliée par EZ. Et aussi, on a la force de pression en B dirigée vers le bas, donc négativement, et qui vaut moins la pression en Z plus dz fois S fois le vecteur EZ. Puis, enfin, les forces latérales du cylindre sur le fluide qui sont d'une part orthogonales à l'axe du cylindre et aussi qui s'opposent et s'annulent 2 à 2. Donc, seules les composantes verticales de ces forces de pression extérieures qui s'exercent sur les deux bases horizontales de l'élément cylindrique sont non nulles. Le fluide étant au repos, on a à l'équilibre, somme des forces est égale 0. C'est la statique des fluides. Soit ici, FA plus FB plus le poids égale 0. Et on remplace chacune de ces forces par leur valeur qu'on a définie juste avant, et on peut simplifier l'équation en mettant en facteur S fois EZ. Il reste donc, en réarrangeant l'équation, P à Z plus dz moins P à Z, à l'indice Z, est égal à moins ρ fois G fois dz, qui est aussi une différence de pression dP. Enfin, la loi de l'hydrostatique s'écrit souvent sous la forme dP sur dz est égal à moins ρg. Utilisons maintenant cette loi de l'hydrostatique dans le cas d'un fluide incompressible, c'est-à-dire que la masse volumique du fluide ρ est constante. Alors, intégrons entre le point d'ordonnée ZA, où il y a la pression PA, et le point d'ordonnée ZB, où il y a la pression PB. On obtient l'intégrale entre A et B de dP, qui est égale à l'intégrale entre A et B de moins ρg dz. Comme la masse volumique ρ est constante, et ne dépend donc pas de Z, on peut la faire sortir de l'intégrale pour obtenir moins ρg intégrale entre A et B de dz. Et donc, très facilement, on obtient
que PA moins PB est égal à plus ρg fois ZB moins ZA, soit si on réarrange tout ça, PA est égal à PB plus ρg fois ZB moins ZA. Et donc, la pression au point le plus bas est égale à la pression au point le plus haut, plus la pression due à la colonne du fluide, comprise entre ces deux niveaux. Quelques exemples où ces concepts peuvent être appliqués. Par exemple, le cas de la conception d'un barrage qui est déterminé par la profondeur de l'eau et non par le volume d'eau à retenir. L'épaisseur de l'ouvrage en béton, destiné à retenir l'eau, doit être la même que pour retenir une colonne d'eau de même hauteur, aussi mince soit-elle. Sinon, la bâtisse risque de s'effondrer. Ou bien la fameuse expérience de Pascal, dite du crève-tonneau. Quand on rajoute du liquide par le trou d'un tonneau à l'aide d'un long tube, eh bien à partir d'une certaine hauteur, le tonneau se met à éclater. Bon, pas vraiment aussi spectaculairement que ça, mais l'idée est là. Prenons une autre application simple, celle du manomètre, petit instrument qui sert à mesurer la pression d'une enceinte quelconque où se trouve par exemple un gaz de pression inconnue. Dans cet exemple, le manomètre est composé d'un tube en U, rempli d'un liquide bleu de masse volumique ρ connue. Il est ouvert à l'atmosphère d'un côté et connecté de l'autre à une enceinte fermée d'une pression qu'on doit déterminer. On ouvre le robinet et alors le liquide se déplace dans le tube en U en fonction de la différence de pression qu'il y a entre l'enceinte et l'atmosphère. On obtient l'équilibre à un moment et le point B est à l'interface entre le gaz et les liquides bleus et la pression en ce point, c'est la pression de l'enceinte. Or, on a vu que dans un fluide à l'horizontale, la pression est la même. Donc, PB égale PA. Et dans ce cas, si on applique le principe de l'hydrostatique, on peut avoir la pression en A qui vaut la pression au point le plus haut plus la colonne ρGH. Donc PA est égal à la pression atmosphérique plus ρGH. Et comme PB est égal à PA, on mesure donc la pression de l'enceinte par la hauteur H qui vaut donc PB qui est égal à PA qui est égal à la pression atmosphérique plus ρGH. Prenons un autre cas, celui de la pression dans une atmosphère isotherme. On va supposer que l'air est un gaz parfait. On appelle gaz parfait un gaz suffisamment dilué pour que les interactions entre les molécules du gaz soient négligeables. La relation entre pression P, volume V ou masse volumique, et température d'un gaz parfait s'écrit P est égal ρRT sur M. On fait donc ici comme hypothèse que l'air est un gaz parfait, sa masse molaire vaut 29 g par mol. La constante des gaz parfaits R vaut 8,31 joules par Kelvin et par mol. On peut calculer la masse volumique depuis cette formule, et ρ vaut donc M fois P sur RT. On utilise alors la loi de l'hydrostatique, dP est égal à moins ρg dz, et on remplace ρ par la formule précédente. Ce qui fait que l'on a dP sur P est égal à moins M sur RT fois G dz. Et si on intègre entre P0 et P pour la pression, et entre Z0 qui représente la surface, donc 0, et Z, donc on va de 0 à Z, on a intégrale de dP sur P entre P0 et P qui est égal à moins M sur R fois G intégrale de dZ sur T. Faisons maintenant une hypothèse simpliste, c'est-à-dire que l'atmosphère est isotherme, que la température T est donc constante avec l'altitude. En intégrant, on obtient très facilement que log de P sur P0 est égal à moins mg sur RT fois Z. Et que donc P est égal à P0 exponentielle de moins mg sur RT fois Z. C'est la formule de la pression pour une atmosphère isotherme et dont le profil de pression diminue de cette façon sur ce graphe si on prend comme température constante 15 degrés Celsius. Prenons un cas un tout petit peu plus réaliste. Prenons le cas d'une atmosphère dont la température diminue avec l'altitude. On a coutume de prendre T est égal à T0 moins bêta Z, où bêta va prendre la valeur de 6,5 Kelvin par kilomètre.
Cette approximation peut être utilisée pour convertir la pression mesurée, par exemple dans un avion, en altitude Z. Voyons ce que cela donne. Partons de la relation trouvée juste avant avec l'intégrale de dp sur P et remplaçons la température T par T0 moins bêta Z. Puis on intègre et on a d'une part log de P sur P0 est égal à mg sur R bêta fois log de T0 moins bêta Z sur T0. Pour trouver une primitive de 1 sur T0 moins bêta Z, on a cherché une primitive tout simplement de l'entité U' sur U, avec U étant égal à T0 moins bêta Z, et U' égale moins bêta. Refaites le calcul tranquillement. Enfin, on arrive, grâce aux propriétés du log, à log de T0 moins bêta Z sur T0, puissance mg sur R bêta. Et finalement, en prenant l'exponentielle de chaque côté, on arrive à la formule de la pression pour une atmosphère à gradient constant suivante. P est égal à P0 fois T0 moins bêta Z sur T0, le tout puissance mg sur R bêta, ce qui donne ce profil, pas très différent à l'œil nu de celui de l'atmosphère isotherme. Alors, mais si on fait la différence entre le profil de pression pour l'atmosphère à gradient constant et l'isotherme, il y a jusqu'à une différence de 35 hectopascales à 8 km, comme il est présenté sur ce graphe, ce qui fait une variation d'altitude d'environ 650 mètres. Vous pouvez faire le calcul en inversant la formule de pression. Dans un avion, on mesure la pression, et si on utilise la formule pour l'atmosphère isotherme, on peut faire une erreur de 650 mètres à 8 km. Ça peut être fâcheux si on doit survoler le mont Everest. Bon, allez, on en a fini avec la pression pour aujourd'hui.